Le ciel de la banlieue pesait, gris et bas, sur le chantier bouillonnant d'activité. Une symphonie discordante de martelets piqueurs, de scies circulaires et d'ordres criés se mêlait à l'odeur âcre du béton frais et de la terre humide. Au milieu de ce chaos maîtrisé, un mur d'enceinte S élevait, rangée de parpaings après rangée de parpaings, comme une cicatrice de ciment, séparant deux mondes que tout opposait. D'un côté, la poussière, la sueur et le labeur acharné des hommes en bleu de travail. De l'autre, invisible derrière une palissade provisoire, le silence aseptisé d'une résidence de standing avec ses pelouses impeccables et ses architectures froides. Alain, du haut de ses 58 ans, connaissait bien cette frontière. Il passait ses journées à la construire, une brique à la fois, sans jamais vraiment penser à ce qu'elle séparait, jusqu'à récemment. Pourtant, chaque jour, à 15 heures précises, cette frontière devenait un pont. Le vacarme semblait s'atténuer et le temps ralentir quand une petite tête blonde apparaissait à travers une fente de la palissade. C était Arthur, un garçon de 8 ans aux yeux d'un bleu surprenant, toujours vêtu de vêtements de marque un peu débraillés. Il ne disait jamais un mot, se contentant d'observer Alain avec une concentration absolue. Depuis des semaines, un rituel silencieux était installé entre eux. Alain, le visage buriné par le temps et les mains épaisses comme des racines, sortait sa gamelle. Il tendait au garçon un morceau de son sandwich ou un pain au chocolat, et le garçonnet l'acceptait avec un regard qui en disait plus long que n'importe quel mot. Pour Alain, dont la vie était murée dans la solitude depuis la perte de son propre fils, ce moment était devenu une éclaircie dans un quotidien gris. Ce jour-là, le rituel fut brisé avec la violence d'un verre qui se fracasse. Alors qu'Alain tendait un fruit à travers la palissade, une ombre se projeta sur eux. Une femme élégante, aux traits tirés par l'inquiétude, se tenait là. C était la mère d'Arthur. Son regard passa de la main calleuse d'Alain, tenant la pomme au visage de son fils, et son expression se durcit, se figeant en un masque de méfiance glaciale. Elle n'éleva pas la voix, ce qui rendit ses paroles encore plus tranchantes. « Monsieur, je vous interdis d'approcher mon fils et de lui donner quoi que ce soit », lança-t-elle d'un ton sec et sans appel. Elle attrapa fermement le bras d'Arthur et le tira en arrière, loin de la clôture, loin de cet homme dont elle ne voyait que les vêtements sales et les mains abîmées par le travail. Alain resta figé, la pomme encore tendue dans le vide. Le bruit du chantier lui revint aux oreilles, plus assourdissant que jamais. Il sentit le poids du jugement, l'humiliation silencieuse de être perçu comme une menace. Il n'était qu'un vieil ouvrier partageant son maigre repas avec un enfant seul. La femme et le garçon disparurent derrière le portail de leur luxueuse maison, laissant un silence pesant à l'endroit où, quelques secondes plus tôt, une fragile connexion avait existé. Alain baissa lentement son bras, le cœur lourd. Le mur qu'il construisait lui parut soudain immense, infranchissable. Hélène était plus une simple construction de briques et de mortier, mais le symbole de tous les murs invisibles qui le séparaient du monde. Ce jour-là, Alain comprit qu'il était redevenu un homme seul, de l'autre côté de la barrière. Les jours qui suivirent furent d'une grisaille uniforme, à l'image du ciel qui ne semblait plus vouloir se dégager. Chaque matin, Alain retournait au chantier avec un poids dans la poitrine. Le bruit des machines, autrefois simple fond sonore de son quotidien, était devenu une cacophonie agressive qui soulignait le silence de 15 heures. Il continuait de monter son mur, parpaing après parpaing, mais le cœur n'y était plus. Le geste était mécanique, vidé de ce petit supplément d'âme qu'Arthur lui avait insufflé sans le savoir. En rentrant le soir dans son modeste appartement, la solitude l'accueillait comme une vieille connaissance indésirable. Il s'asseyait à sa table de cuisine, face à une chaise vide, et au souvenir d'un autre garçon, son propre fils, Marc, emporté par un accident de la route des années plus tôt. La douleur de cette perte ne l'avait jamais vraiment quitté. LS était simplement transformée en une chape de plomb, un mur intérieur qu'il avait méticuleusement construit autour de son cœur, pour ne plus jamais ressentir une telle détresse. Marc avait le même âge qu'Arthur,
lorsque l'impensable était arrivé. Il avait ses yeux curieux, cette façon de s'émerveiller pour un rien, un caillou à la forme étrange ou le vol d'un oiseau. En partageant son goûter avec ce petit inconnu, Alain avait, sans s'en rendre compte, ouvert une brèche dans sa forteresse. La remarque glaciale de la mère l'avait refermé avec une violence inouïe, ravivant la blessure originelle. C'est dans ces moments de silence assourdissant qu'on se demande comment on continue. Si ces histoires de résilience vous touchent, votre abonnement nous aide à continuer de les raconter. De l'autre côté de la palissade, le silence N était pas moins pesant. La maison d'Arthur était un écrin de luxe et de froideur, un espace immense où sa petite silhouette semblait se perdre. Ses parents, un financier toujours au téléphone et une commissaire d'exposition voyageant constamment, lui offraient tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf leur présence. Ils aimaient leur fils, à leur manière, mais ne comprenaient pas son monde. Diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme non-verbal, Arthur communiquait par le regard, par l'intensité de son attention. Le chantier était devenu son refuge, un spectacle fascinant de chaos organisé, de transformations tangibles. Alain, avec ses mains calleuses et sa patience infinie, était la seule personne qui semblait comprendre son langage sans mots. La maison était remplie de jouets éducatifs sophistiqués et de tablettes dernier cri, mais Arthur les ignorait. Son trésor était une petite boîte à chaussures remplie de vis rouillées, de bouts de bois lisses et de cailloux ramassés près de la palissade. Chaque objet était un souvenir, un fragment du monde qu'Alain construisait. La prohibition de sa mère l'avait privé de son unique échappatoire. Enfermé dans sa chambre aux murs blancs impeccables, il passait des heures à la fenêtre, guettant une silhouette en bleu de travail qui ne pouvait plus le voir. La frustration grandissait en lui, une tempête silencieuse dans un océan de solitude. Il ne comprenait pas pourquoi on lui avait retiré la seule chose qui donnait des couleurs à ses journées. 3 jours passèrent, 3 jours d'une longueur infinie pour l'un comme pour l'autre. Le 4e jour, alors que sa mère était absorbée par une conférence téléphonique, Arthur réussit à se glisser dehors. Il ne courut pas, il marcha avec une détermination silencieuse vers la palissade, se faufilant jusqu'à la fente familière. Alain était là, le dos voûté, appliquant du mortier avec une lenteur résignée. Quand il sentit le petit regard sur lui, il se figea. Son cœur fit un bond, un mélange de joie pure et de peur panique. Il vit les yeux bleus d'Arthur, plus intenses que jamais, emplis d'une question muette. L'enfant ne demandait rien, sa simple présence était un appel, un acte de défi contre l'incompréhension du monde des adultes. Alain regarda autour de lui, s'assurant que personne ne les observait. Il s'agenouilla lentement, se mettant à la hauteur de l'enfant. Il n'avait pas de pain au chocolat ce jour-là, rien à offrir, mais Arthur ne venait pas pour ça. Le garçonnet passa sa petite main à travers la fente, la paume ouverte. Dedans, il y avait une petite voiture en métal, usée et sans une roue. C était son jouet préféré. Il la tendit à Alain. Ce N n'était pas un cadeau. C était un gage de confiance, un message. Alain comprit. Il prit délicatement la petite voiture, la fit rouler sur une brique et la lui rendit avec un sourire triste mais sincère. Le pont entre leurs 2 mondes, que les adultes avaient tenté de dynamiter, venait d'être reconstruit, plus solide qu'avant. Leur rituel reprit, mais il changea de nature. Il devint leur secret partagé, un acte de résistance silencieuse. Alain ne donnait plus de nourriture, mais il offrait autre chose de bien plus précieux, son savoir. Il lui montrait comment vérifier la planéité d'un mur avec un niveau à bulles, comment la ficelle tendue servait de guide infaillible. Il expliquait avec des gestes lents, dessinant des schémas sur des chutes de plaques de plâtre. Arthur, de son côté, écoutait avec une concentration absolue, son regard absorbant chaque détail. Le chantier N n'était plus un simple spectacle. C était devenu leur salle de classe à ciel ouvert, un lieu où la matière brute se transformait en quelque chose de solide et de fiable, tout comme leur amitié naissante. Alain sentait une nouvelle énergie l'envahir.
Il n'en était plus seulement un maçon qui empilait des briques, il était un passeur, un bâtisseur de sens pour ce petit garçon qui ne trouvait sa place nulle part ailleurs. Chaque matin, il se levait non plus avec lassitude, mais avec l'anticipation de ce rendez-vous clandestin. Il préparait ses leçons. Choisissant un outil ou une technique à lui montrer, il redécouvrait la fierté de son métier à travers les yeux émerveillés d'Arthur. Cette connexion fragile et interdite était devenue le pilier de sa journée, la raison pour laquelle le mur qu'il construisait avait désormais un tout autre visage. Parfois, un simple geste redonne un sens à tout. C'est pour partager ces étincelles d'humanité que votre soutien est si précieux. Alors n'oubliez pas de vous inscrire. Cependant, leur secret ne pouvait durer éternellement. La résidence était surveillée par un agent de sécurité, un homme consciencieux nommé Didier, qui effectuait ses rondes à heures régulières. Il ne tarda pas à remarquer la petite tête blonde qui apparaissait toujours au même endroit de la palissade. Au début, il n'y prêta pas grande attention, mais la régularité de la scène finit par l'intriguer. Armé de ses jumelles, il observa de loin les interactions silencieuses entre le vieil ouvrier et l'enfant. Il ne voyait rien de malveillant, juste des gestes, des sourires, le partage d'un savoir-faire. Mais le protocole était strict. Tout contact entre le personnel du chantier et les résidents était formellement interdit. Didier était un homme de règle, pas un homme de cœur. Il consigna ses observations dans son carnet, décrivant la scène avec une précision clinique. Interaction non autorisée et répétée entre un ouvrier, Alain D, et le jeune résident de la villa numéro 7, Arthur V. Il rédigea son rapport sans y mettre d'émotion, le transmettant à la direction du syndic de la résidence, qui à son tour en informa les parents. Pour eux, ce rapport confirmait leur pire crainte. Leur fils était vulnérable, et cet homme, cet étranger, représentait une variable inconnue et donc une menace potentielle. Leur réaction fut immédiate, dictée par la peur, plutôt que par la compréhension de ce qui se jouait réellement. La sanction fut rapide et sans appel. Le lendemain matin, des ouvriers d'une autre équipe vinrent poser une plaque de contreplaqué, clouant définitivement la fente dans la palissade. Pour Alain, le bruit du marteau sonna comme des clous sur un cercueil. À 15 heures, il n'y eut rien. Juste le mur, plein, opaque et infranchissable. Il sentit le vide se creuser en lui, plus profond et plus douloureux encore que la première fois. Il avait osé espérer, osé s'attacher, et on venait de lui arracher ce fragile bonheur une seconde fois. Il posa ses outils, le regard perdu sur cette barrière désormais totale. Il n'était plus le gardien d'un mur, il en était devenu le prisonnier. À l'intérieur de la maison, l'effet fut dévastateur. Quand Arthur découvrit que son passage secret avait disparu, son monde s'effondra. Il ne pleura pas, il ne cria pas. Sa détresse prit la forme d'une immobilité totale, d'un repli sur soi si profond que ses parents en furent effrayés. Il refusait de manger, de bouger, de répondre à la moindre sollicitation. Il restait assis sur le sol de sa chambre, fixant le mur blanc, comme si le monde extérieur n'existait plus. La tempête qui faisait rage en lui était invisible, mais elle gagnait en puissance, accumulant une pression qui allait bientôt devoir trouver une issue. Le mur physique n'avait fait qu'épaissir les murs invisibles qui l'isolaient, le poussant lentement vers le point de rupture. La rupture se produisit par une après-midi de pluie battante. Ce haine n'était pas une simple averse, mais un déluge qui semblait vouloir laver le monde, un ciel qui se vidait avec une fureur froide. À l'intérieur de la maison, une autre tempête, silencieuse et bien plus violente, éclatait dans le cœur d'Arthur. La frustration accumulée, le chagrin de la séparation et l'incompréhension totale de l'interdit firent céder toutes ses digues intérieures. Dans un éclair de désespoir pur, il profita d'une porte mal fermée et s'enfuit. Il ne sentit ni le froid, ni les cailloux sous ses pieds nus. Il courait dans la boue, les cheveux plaqués sur le visage par la pluie, mu par une seule certitude. Il devait retourner au seul endroit où le chaos avait un sens, où un homme savait lui parler sans mots. Le chantier était son phare dans la tempête, et il courait vers lui comme un navire en perdition.
La panique des parents fut à la hauteur de leur absence habituelle. En découvrant sa chambre vide et la porte d'entrée battant au vent, un froid glacial s'empara d'eux. Ils sortirent en criant son nom, un son que la pluie étouffait aussitôt. Ils le trouvèrent accroupi au milieu du chantier, tremblant de froid et de détresse, caché derrière une pile de parpaings. Mais lorsqu'ils s'approchèrent, il se recroquevilla davantage, un petit animal sauvage pris au piège, émettant des sons bas et plaintifs. Toutes leurs tentatives pour le raisonner, pour le toucher, se heurtèrent à un mur invisible de terreur. Ils étaient ses parents, ils lui avaient tout donné. Et pourtant, à cet instant précis, ils étaient des étrangers impuissants, incapables de franchir l'abîme qui les séparait de la douleur de leur propre enfant. C'est alors que la mère, trempée jusqu'aux os et le visage ravagé par les larmes, eut une illumination désespérée. Le rapport de l'agent de sécurité, cet homme qu'elle avait jugé et condamné sans même lui parler. Elle tourna la tête vers les baraquements de chantier et d'une voix brisée par l'angoisse, elle cria un nom qu'elle n'avait jamais prononcé. « Alain !» Son appel se perdit presque dans le fracas de l'averse, un cri de reddition, l'aveu que son monde de certitude et de contrôle venait de s'effondrer dans la boue. Elle ne l'appelait pas comme une employeuse, mais comme quelqu'un qui a épuisé toutes ses ressources et qui se tourne vers le seul espoir qui lui reste, aussi improbable soit-il. Elle attendit, le souffle court, priant pour que cet inconnu puisse réussir là où elle avait si misérablement échoué. Alain sortit de l'abri où il attendait la fin de l'averse. Il vit la scène, comprit tout en un instant. Sans un mot, sans une hésitation, il traversa le terrain détrempé. Il ignora les parents, leur richesse, leur panique. Il ne voyait que le petit garçon grelottant. Avec une lenteur infinie, il s'agenouilla puis s'assit dans la boue à côté d'Arthur, se mettant à son niveau, partageant sa misère. Il ne dit rien. Il ouvrit simplement sa vieille gamelle en métal, en sortit un morceau de pain et le tendit à l'enfant. Arthur leva ses yeux bleus noyés de larmes, vit ce visage familier, cette main calleuse qui lui offrait le réconfort le plus simple et le plus vrai. Il prit le pain et instantanément les tremblements cessèrent. Le silence qui s'installa entre eux était plus puissant que le vacarme de la pluie. La mère regardait, abasourdie. La transformation était si soudaine, si complète, qu'elle semblait relever du miracle. Les larmes coulaient sur ses joues, se mêlant aux gouttes de pluie. Elle s'approcha lentement d'Alain, qui restait assis dans la boue, regardant Arthur commencer à grignoter le pain. « Pourquoi il vous écoute ?» demanda-t-elle d'une voix qui n'était qu'un murmure. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Alain ne la regarda même pas. Ses yeux, emplis d'une infinie douceur, restaient fixés sur l'enfant. Il répondit calmement, sans la moindre trace de reproche ou de triomphe, simplement en énonçant une vérité fondamentale. « Je n'ai rien fait, madame. J'ai juste partagé mon déjeuner et mon temps. » Ces quelques mots tombèrent dans le silence, et pour les parents, ils eurent le poids d'une révélation, aussi violente et purificatrice que l'orage qui s'achevait. L'orage passa aussi vite qu'il était venu, laissant derrière lui une terre lavée et un silence nouveau, presque sacré. Dans ce silence, les parents d'Arthur virent enfin clair. Ils ne virent plus un ouvrier sale, mais l'homme qui avait su apaiser la tempête intérieure de leur fils avec un simple morceau de pain. La honte, brûlante et sincère, se lisait sur leur visage tandis qu'ils s'approchaient d'Alain, toujours assis dans la boue. Les excuses qu'ils balbutièrent étaient maladroites, mais chargées d'une gratitude immense. Alain se releva lentement, acceptant leurs mains tendues sans un mot de reproche, avec la dignité silencieuse de ceux qui comprennent la fragilité humaine. Pour la première fois, il fut invité à franchir le portail, non comme un intrus, mais comme un sauveur. En entrant dans leur maison immaculée, il laissa des traces de boue sur le marbre, et personne ne s'en soucia. Les semaines qui suivirent furent une période de reconstruction, bien plus délicate que celle du mur d'enceinte. Alain devint le pont entre Arthur et ses parents. Il leur apprit le langage du silence, la patience d'observer, la valeur d'un geste partagé. Le père, délaissant ses tableaux financiers, se mit à accompagner son fils sur le chantier désormais sécurisé,
Écoutant Alain expliquer avec des mots simples la science des fondations et l'art de l'alignement. Le mur, une fois terminé, n'était plus une barrière, mais œuvre commune qu'ils admiraient ensemble. Comprenant que le départ d'Alain créerait un vide impossible à combler, ils lui firent une proposition qui changea le cours de sa vie. Un poste de gardien et jardinier pour la résidence, une façon de garantir que la plus solide de toutes les constructions, leur amitié, ne s'arrêterait jamais avec le chantier. 5 ans plus tard, le visage d'Alain N n'était plus buriné par la fatigue, mais par les sourires sereins. Il arpentait les allées impeccables de la résidence, non plus comme un ouvrier, mais comme une figure paternelle bienveillante, veillant sur les fleurs et sur un jeune adolescent qui l'aidait à planter des rosiers. Arthur, bien que toujours peu loquace, communiquait désormais avec une assurance nouvelle, son regard bleu étant plus perdu mais concentré sur la tâche à accomplir. Grâce à un don généreux de ses parents, ils avaient inauguré un projet qui donnait un sens plus vaste à leur histoire. L'atelier d'Alain, un petit local où des jeunes atteints de TSA apprenaient les bases de la menuiserie, transformant le bois brut en objets utiles, trouvant dans le geste précis un apaisement et une fierté que le monde extérieur leur refusait souvent. Chaque après-midi à 15 heures, le rituel perdurait, mais avait changé de décor. Assis sur un banc en bois qu'ils avaient fabriqué ensemble, face à un jardin luxuriant, Alain et Arthur partageaient le goûter. Il n'y avait plus de palissade, plus de fente, plus de murs entre eux, juste la confiance et l'affection, silencieuse et indestructible. Ils avaient prouvé que les véritables murs ne sont pas faits de briques et de mortier, mais d'ignorance et de peur, et qu'il suffit parfois d'un peu de temps et d'un cœur ouvert pour les faire tomber. C'est pour que des histoires comme celle-ci continuent de bâtir des ponts entre les êtres que votre soutien est si précieux. Si ce récit vous a touché, pensez à vous abonner pour nous aider à en partager beaucoup d'autres.